Augustin Gridel, bonjour. Vous êtes le lauréat du prix de thèse de l'Association internationale de droit économique, qui est partenaire des résidences Adamas 2023 à Goutla. Bienvenue à Goutla. Et je vais donc vous demander de présenter de manière un peu synthétique votre travail. Bonjour Olivier, merci. Alors j'ai soutenu une thèse qui s'intitule Marché et instruments financiers en droit international privé. C'est une thèse qui s'inscrit dans une discipline qui est le droit international privé que je vais présenter succinctement pour mieux comprendre les enjeux de la thèse. Prenons un exemple très concret. Imaginons qu'un artiste résident à Goutla fait une autre résidence en Italie, en Toscane par exemple, près du lac de Côme. Et là, il a un accident de voiture avec un Italien qui allègue que l'accident effectivement est dû au comportement routier inadapté de cet artiste. Et l'Italien qui veut se faire rembourser sa voiture et qui malheureusement est confronté à un artiste qui estime qu'il n'était pas en tort, va le plus souvent être amené à devoir saisir un tribunal pour obtenir son dû. Et dans ces cas internationaux, il va le plus souvent saisir le tribunal du lieu du domicile de cet artiste. Donc imaginons qu'il habite à Lyon, ce sera le tribunal de Lyon. Et le tribunal judiciaire de Lyon va se demander quelle loi il faut appliquer à ce litige international. Est-ce qu'il faut appliquer par exemple la loi du lieu du dommage, ou la loi du domicile de l'auteur du dommage, ou encore la loi d'immatriculation de la voiture? On pourrait imaginer beaucoup de critères de rattachement. Et il se trouve que dans ce cas-là, on applique généralement la loi du lieu du dommage, donc la loi italienne. Donc le tribunal de Lyon va appliquer la loi italienne. Et ce phénomène par lequel les juridictions françaises sont amenées à appliquer une loi étrangère, c'est un phénomène qui en réalité est quotidien aujourd'hui. Et mon travail, en particulier dans cette discipline, les questions qu'on se pose, c'est d'une part de déterminer dans quelle mesure les tribunaux français doivent être compétents dans ces litiges internationaux, et puis d'autre part, quelle loi il faut appliquer. Donc là, j'ai dit... Mais là, ce n'était pas sur les accidents de la circulation, c'était justement sur les marchés, les instruments financiers. Alors, qu'est-ce que c'est ça comme objet pour le droit international privé? Alors exactement. En fait, je me pose les mêmes questions, à savoir quel est le tribunal internationalement compétent et quelle loi on devrait appliquer à des opérations internationales. Alors auparavant, jadis, en réalité, c'était assez simple de localiser les marchés financiers, puisqu'on avait le Palais Brongniart à Paris, par exemple. On avait des lieux où les négociations avaient lieu. On avait des titres physiques. Généralement, les actions étaient matérialisées sur un support papier. Et donc, il y avait en tout cas facilement un rattachement géographique apparent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les marchés financiers sont dématérialisés. De manière générale, l'ensemble des infrastructures de marché le sont. Les systèmes de paiement, on paye rarement avec des espèces, on paye avec des systèmes de paiement qui le sont également, dématérialisés. De sorte que la première difficulté qu'on a face à des opérations financières internationales, tout d'abord, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour rattacher un marché financier à un État alors qu'il n'y a plus de lieu géographique apparent. Ça, c'est un des premiers enjeux auxquels j'étais confronté. Et puis, pour prendre l'autre enjeu un peu classique, pour prendre quelque chose de plus concret, une des difficultés frappantes qu'on a, concerne les opérations de marché. Par exemple, une société italienne qui achète une société allemande mais qui est cotée à Paris, on va se poser la question de savoir quelle loi on applique à cette offre publique d'acquisition transfrontalière. Et la réponse n'est pas intuitive et en réalité, en l'état des textes, n'est pas forcément très claire. Donc je me suis attaché à essayer de faire de ces questions qui sont parfois en désordre, de créer un ordonnancement. Donc si je comprends bien, l'un des enjeux, c'est finalement comment le droit international privé peut venir équiper, voire soutenir un fonctionnement capitaliste qui est devenu tout à fait transnational en réalité. Exactement. En tout cas, de déterminer quelle loi étatique on va appliquer à ces opérations. Et mon cheminement de thèse a été non pas de partir du haut, de partir du droit international privé, de regarder d'en bas ces aspects financiers. Le raisonnement que j'ai voulu tenir, c'est de partir du bas, de regarder et d'étudier avec attention chacune des lois du droit financier pour regarder l'objectif qu'elles poursuivent et en déduire, par certains aspects, le champ d'application international le plus adéquat qui correspond à cet objectif. Mais est-ce qu'on aboutit à la conclusion qu'en définitive, il y a une grande variété de droits nationaux applicables aux opérations financières internationales où les règles de conflit de loi aboutissent finalement à désigner de manière un peu systématique, on pourrait penser, sans connaître bien le sujet, le droit américain par exemple, ou le droit de pays très impliqués dans les opérations internationales financières? Alors, de fait,
on est plutôt conduit à un fractionnement de la loi applicable. Autrement dit, chacune des lois impliquées dans le litige va avoir, selon son type de compétence, à gouverner une partie de l'opération. Et l'intelligence du droit international privé, c'est normalement d'arriver à faire vivre les frictions qui sont inévitablement suscitées par ces différentes lois applicables, de sorte qu'on ait une opération qui soit harmonieusement traitée, qu'il n'y ait pas de commandement contradictoire qui soit adressé aux personnes privées. Alors l'un des enjeux de la thèse, tel que je l'ai perçu en tout cas, était de renouveler la présentation de la matière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que l'enjeu de la thèse, c'était d'en livrer une compréhension renouvelée, une description de cette matière assez foisonnante, complexe, qui serait plus compréhensible? Ou est-ce que l'enjeu de la thèse, finalement, au-delà de la description du matériau, c'est de favoriser certaines opérations, c'est de limiter d'autres opérations? Alors voilà, ma question, en somme, c'est un peu l'horizon de ce travail. Est-ce que c'est repenser quelque chose, proposer une meilleure construction, ou est-ce qu'on vise des actions, voilà, une prise sur les opérations financières? Alors il y a les deux aspects en réalité. Il y a effectivement l'aspect présentation ayant été déterminant parce que souvent en droit financier on prétend qu'il y a quelque chose d'irréductible, qu'il y aura un particularisme très fort, de sorte qu'on ne pourrait pas le présenter comme toutes les autres matières. Moi je me suis inscrit en porte-à-faux avec ça, en essayant de rationaliser la matière et montrer qu'en fait elle est plus proche du droit commun que ce qu'on prétend. Et souvent évidemment quand on veut s'éloigner du droit commun, c'est souvent en raison d'intérêts, de certains intérêts catégoriels qu'on vient surpondérer. Ce qui est très vrai du droit financier, en raison de l'importance qu'ont les professionnels dans l'élaboration des règles qui leur sont applicables. Ça, c'est le premier aspect. Alors, le deuxième aspect, c'est les propositions. Alors, à la fin de ma thèse, j'ai fait 120 propositions parce qu'il m'est apparu, avec cette analyse systématique qui venait renouveler un petit peu la présentation et permettait d'avoir, pour tout à chacun, une clé d'accès très simple pour savoir comment est-ce que ces normes se déploient dans un environnement international. Il m'est apparu qu'il y a beaucoup de choses qui méritaient d'être rectifiées, ou en tout cas soit qu'on devrait les présenter autrement, soit qu'on gagnerait à effectivement avoir un autre rattachement, à déterminer autrement l'application internationale de ces lois. Et donc c'est ce que je me suis attaché à rationaliser à la fin de la thèse avec ces 120 propositions. J'espère évidemment, comme tout chercheur, qu'elles seront reprises par un législateur attentif, mais en tout cas, j'aurais essayé de faire œuvre utile indépendamment du devenir de ces propositions. Un autre des enjeux de la thèse, me semble-t-il, ou des questionnements que ce travail me semble amener, c'est la façon dont les opérations juridiques, ici celle du droit international privé, s'articulent avec la notion de marché. Est-ce que le marché apparaît comme quelque chose d'assez extérieur au droit, ou au contraire, est-ce que le droit est l'un des instruments d'établissement et de fonctionnement des marchés? Ça, c'est une vieille question, dans le fond, qui occupe l'économie des conventions, par exemple, depuis plusieurs décennies. Alors, est-ce que votre thèse, c'est aussi une réflexion sur la catégorie juridique de marché? Alors, tout à fait, ça l'est. Alors, moi, évidemment, en bon juriste, j'ai tendance à ne pas sous-pondérer l'importance du droit dans l'établissement du marché. Je pense qu'il est tout à fait déterminant, à telle enseigne qu'en réalité, le marché financier a une définition extrêmement précise qui est donnée par les textes européens. On le définit comme une plateforme de négociation. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une distinction à avoir entre les différentes acceptions de la notion de marché. En réalité, la plupart des opérations financières ont lieu indépendamment d'un quelconque marché financier. La vaste majorité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Elles sont de gré à gré? Tout à fait. L'immense majorité sont de gré à gré. Et donc, il faut faire attention à ne pas à garder ça en tête pour la compréhension des opérations. Du coup, il y a beaucoup de règles applicables qui doivent l'être indépendamment de la présence d'un marché financier, proprement dit. Et spécialement les règles de protection de l'épargne. Et donc, il y a aussi une importance, j'imagine, dans cette perspective, des règles contractuelles, au-delà de la loi étatique applicable. Alors oui, c'est certain. En pratique, en fait, néanmoins, la plupart des contrats sont parfaitement standardisés. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est à côté du contrat, généralement. Il y a beaucoup de règles qui s'appliquent indépendamment du contrat. Notamment, je l'évoquais à l'instant, les règles de protection de l'épargne. Par exemple, si vous avez une société américaine qui veut venir solliciter des résidents français, elle devra, quoi qu'il arrive, se soumettre au règlement prospectus. Elle devra écrire un petit document expliquant pourquoi est-ce qu'elle vient solliciter les locaux, etc. Plus important, si elle ment dans son prospectus, si en réalité elle fait un mauvais usage de l'argent qui a été confié, en violation de ce qu'elle s'était accomplie à faire, et bien dans ce cas-là, vous allez avoir une compétence des tribunaux français pour juger cette société étrangère. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.